Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Anthony. Salut à tous. Bon, on a vu que le dernier podcast sur le sexe a fait un carton. Ouais. Mais un carton, ça ne m'étonne pas de vous, bande de petits vicieux. Et, et voilà, bon, écoutez, en tout cas, ça nous plaît toujours que vous soyez aussi réceptifs. Et puis, vous savez que nous, on adore aussi varier aussi les questions et comment dire, les sujets. Voilà, parce que voilà, comme on dit tout le temps, il n'y a pas que la muscu dans la vie, il y a d'autres choses aussi qui s'écolent et qui sont aussi intéressantes. Donc voilà, ben, en tout cas, on est très heureux. On a eu deux, trois personnes pour qui on a un peu choqué, mais bon, c'est comme ça, Pourtant, je ça fait pense partie que du jeu. dans l'ensemble, on est resté plutôt soft Bah, et on, c'est on a, correct. on a, Et on a fait que répondre à des questions qui nous ont été posées au final. c'est vrai. Et il faut dire quand même qu'on a coupé quelques trucs, hein. C'est pour vous dire quand même. Ouais, il y a eu quelques coupures et le montage a un peu adouci quelques paroles avec les musiques, Ouais, etc. c'est clair, c'est clair. Allez, on est parti pour les premières questions. On fait un podcast traditionnel, on répond à vos questions. On a eu des vieilles questions sur lesquelles on va essayer de répondre. Tu veux commencer, Anto, ou je commence? J'en ai une si tu veux. Allez, vas-y, répétez. Alors, donc, j'ai une question sur le sel, sodium. Comment gérer la quantité dans notre quotidien de sportif? Entre parenthèses, bon ou pas bon le sodium? C'est Bonne- une excellente question. Là, c'est pareil. Alors, moi, j'en ai marre parce qu'on va encore me taper dessus, mais tant pis, hein. Après, on dit ce que je pense. Parce qu'après, le problème, c'est que enfin, moi, je suis pour le sel et encore plus pour les sportifs, parce que je trouve que ça a des fonctions hyper importantes. Pourquoi Et tu dis qu'aujourd'hui, pourquoi tu hein, dis qu'on va te taper dessus? mais parce que après, on va parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend, au niveau de la santé, ne mangez C'est pas sûr trop de que sel. ton écran, ça bouge beaucoup là. Ça me donne Ouais, c'est bon, c'est parce que j'ai fixé mon écran. ça me donne les mots de, comment on appelle ça, le mal de mer. Parce que c'est vrai que en ce moment, et je ne le fais pas exprès, je vais beaucoup à l'encontre de certaines choses. Et encore, ça représente quoi? Peut-être 10% de la majorité. C'est vrai que j'ai 10% de choses sur lesquelles ben, je ne suis plus du tout d'accord parce que j'ai une vision qui a évolué par rapport à ça. Et on retient les 10% en disant ouais, Chris, tu t'opposes à tout et tout ce qu'on a entendu, tu dis tout le contraire. Alors, c'est pas tout à fait juste, hein, parce que ça représente, c'est vrai, une petite partie. Et évidemment, on retient que ça et on a l'impression que je fais le buzz avec ça. Euh, alors que, ben non, j'ai ma vision qui a évolué par rapport à ça. Et du coup, ben, je suis beaucoup moins craintif sur le sel que je pouvais être auparavant et encore plus chez le sportif. Et je pense même que les sportifs ont un besoin en sel supérieur même qu'à des personnes, on va dire, lambda, non sportives, et ainsi de suite. Donc voilà. Et on peut parler de chiffres, hein. Moi, je pense qu'il faut, pour un sportif, minimum 6 grammes de sel par jour. Ce qui commence à faire. Hein, qui commence à faire. Voilà. Donc après, c'est mon point de vue, Mais après, ma compréhension des choses, mais voilà. à adapter en fonction de la pratique sportive, où tu dis 6 grammes de manière générale, De ou manière générale, et même, parce et que même qu'est-ce sûrement que plus, ouais, et même sûrement plus qu'on est des athlètes de sport d'endurance où on transpire beaucoup et qui peut notamment ben, avoir une perte au niveau sodium encore plus élevée. d'accord. Voilà. On va dire que pour une personne sédentaire, 3 grammes, c'est bien. Et pour une personne sportive, on peut augmenter jusqu'au double, quoi, jusqu'à 6, voire même plus. Je connais des gens dans mon entourage qui montent vraiment beaucoup en sodium et ça ne poserait pas de problème. Je ne vais pas trop développer dessus parce qu'il ferait presque un podcast là-dessus. Mais moi, en tout cas, je suis plutôt favorable au sel et ne pas avoir la phobie du sel. Mhm. Maintenant, on a la tension artérielle, on est en obésité, encore toujours pareil. Il faut tout remettre dans le contexte. Parce que si on met pas ça dans le contexte, c'est sûr que les personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes d'obésité, qui ont des problèmes de tension artérielle, il va falloir faire attention, bien sûr. Mais quand on est sportif, en bonne santé, je pense même que c'est même bénéfique de consommer suffisamment de sel. Voilà. Je t'en prie, Anto, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Mais Non, c'est vrai que bah après, moi, 6 grammes, pour tous les sportifs, ça me paraît beaucoup. À mes yeux, c'est beaucoup. Voilà ce que j'en pense, ça me paraît beaucoup.
Après, je suis d'accord sur le fait que c'est vrai que pendant un certain moment, on a dit de couper complètement le sel, que le sel ne servait à rien, qu'il ne fallait pas en consommer. Je l'ai eu dit et je pense que toi aussi, parce qu'on a cru ça. On en est revenu. C'est vrai que le sel, ça a quand même, le sodium, du moins, ça a quand même, il y a des fonctions qui sont vitales et qui sont en tout cas nécessaires, surtout quand on est sportif. Ça a beaucoup de bénéfices. Donc, c'est dommage de chercher à couper complètement le sel, à l'isoler complètement. Après, peut-être la seule chose, il faut faire la différence entre ajouter du sel dans son alimentation et la recommandation qui est de faire attention au sel dans les produits ultra transformés qu'on achète en fait. Parce que c'est vrai qu'on dit de faire attention au sel parfois, mais il ne faut pas confondre faire attention et couper complètement le sel. Voilà, peut-être que c'est la Ouais. petite notion à avoir. Tu as abordé un point qui est super important sur le fait. C'est pour ça que on est ici sur une chaîne Yam Podcast où c'est, on va dire, à 95%, c'est des sportifs. Et on s'adresse avant tout à des sportifs. Mm. C'est sûr que si vous prenez une population lambda qui mange des plats industriels, hyper salés, où les gens sont peu actifs, où les gens mangent assez peu de fruits et légumes, où les gens finalement ont un taux aussi de potassium, parce que les fruits et légumes sont riches en potassium, finalement, il se crée naturellement un déséquilibre. Et c'est là où le Voilà, c'est ça. sodium, et C'est c'est là ça. où le sodium peut poser un problème. Mais si vous avez une alimentation riche en fruits et légumes, en pommes de terre, en patates douces, qui sont aussi très riches en potassium, etc., Ça, vous en n'avez fait, pas de souci en fait. ouais. C'est qu'on se rend compte qu'en faisant énormément attention à notre alimentation et en sélectionnant nos aliments, quand on fait le rapport entre le sodium et le potassium, on a tellement plus de potassium que de sodium, du moins par exemple si on suit nos recommandations alimentaires ou les recommandations pour faire attention classiques, qu'on peut se permettre sans problème de saler ses plats. Alors moi, personnellement, je dis juste qu'il faut saler à sa convenance, c'est-à-dire que si on aime le sel, par exemple, c'est bête de se restreindre, qu'il ne faut pas abuser non plus, et qu'en fait, sur le sel, pour le coup, c'est une question de juste milieu, mais après, c'est aussi à vérifier au cas par cas. Voilà, peut-être parfois il y a des signes de carence en sodium, ça arrive, il y a des signes de carence en sodium. Et dans ce cas-là, c'est important d'étudier la consommation habituelle de sel, justement, et peut-être de l'augmenter, ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et dernier petit point, oui, le choix du sel aussi, c'est important. Ouais. Ah Parce qu'il y oui, avait par longtemps, rapport on parlait au… du sel d'Himalaya, mais en fait, ouais, le sel d'Himalaya, si on en consomme de grandes quantités, bon, c'est pas la panacée, hein, parce qu'il y a pas mal de métaux lourds et autres dedans. Donc, nous, on ne vous conseille pas forcément le sel d'Himalaya. Un simple raffiné, simple, comme quoi les aliments, des fois raffinés, ne sont pas forcément les pires. Hein. Un sel raffiné, simple, sans iode. Ne prenez pas un sel iodé. Faites attention qu'il n'y ait pas d'anti-agglomérants dedans. Et ça, on le retrouve souvent. Il y a souvent des anti-agglomérants. Et voilà, c'est des additifs qu'on rajoute en plus. Et non, il faut prendre vraiment le sel le plus simple possible. Et voilà. Non, on dit souvent que les produits les moins transformés sont les meilleurs, après les produits les plus bruts, donc pour le coup, ça semble assez logique. Question suivante. Voilà. OK. Alors, une question sur l'entraînement. Est-ce que je dois réentraîner mes jambes si je suis encore fort courbaturé de la dernière séance? Est-ce que je laisse les jambes au repos jusqu'à la séance suivante ou est-ce que je peux les refaire mais en léger? Très intéressant. Alors, en fait, je vais commencer à répondre en prenant la fin de la question, justement. Et le fait, l'idée de réentraîner les jambes en léger, on l'a évoqué dans un précédent podcast. Enfin, c'était mon avis, je ne sais plus si tu le partageais. Le fait, quand tu as des courbatures comme ça, de réentraîner un muscle avec des exercices peut-être plus d'isolation ou du moins plus légers en série longue et de refaire circuler le sang, ça va permettre d'accélérer la récupération. Donc, c'est une technique assez intéressante pour redéclencher un stimuli, réentraîner un muscle, donc augmenter sa fréquence sans pour autant trop traumatiser. Parce que, il faut le dire, le risque en s'entraînant sur des courbatures, souvent c'est la blessure de par la fatigue accrue et c'est surtout les contractures. Si tu te rends compte que si tu te réentraînes sur des courbatures, tu peux vite arriver à une contracture beaucoup plus vite
Et donc, une contracture sur les cuisses, ça peut t'handicaper après 10, parfois 15 jours. Et ça peut être gênant. Les gens pensent toujours que c'est une déchirure musculaire d'ailleurs. Et ça peut être gênant. Donc, effectivement, je pense quand même que quand on a des grosses courbatures, et surtout sur les cuisses, il faut quand même être vigilant parce que ça peut te faire perdre d'équilibre, voilà, ça peut vraiment t'handicaper. Et que dans ce cas-là, adapter, si tu dois entraîner les cuisses, l'intensité de ta séance, le choix des exercices, c'est une bonne méthode. Ne pas entraîner du tout les cuisses, pour moi, ce n'est pas une bonne méthode parce que si tu as des courbatures, c'est que ta récupération, à moins que tu aies fait les cuisses vraiment la veille ou l'avant-veille, bien que toi et moi sur ça, on est un peu opposés sur la fréquence, mais pour moi, si par exemple ça fait 3, 4 jours que tu les as fait au moins, eh ben, pour moi, si tu as des courbatures aussi intenses, c'est que ta récupération n'est pas encore assez bonne. Donc, il faut chercher à accélérer cette récupération. Et ce n'est pas en t'entraînant pas pendant une semaine, 10 jours que tu vas l'accélérer. Au contraire, tu vas l'accélérer justement en obligeant ton corps, c'est schématique ce que je dis, je ne sais pas si schématique ça se dit, mais tu vas récupérer en récupérant plus facilement. Voilà, pardon, je me suis un peu mélangé. En réentraînant par-dessus les courbatures, voilà, on va dire que tu vas accélérer la récupération et donc ton corps va améliorer sa capacité de récupération et à l'avenir, ce sera bénéfique pour se reconstruire plus rapidement. Donc voilà, donc je pense que la meilleure piste à faire, c'est ça, et d'adapter en fonction de l'intensité de la séance et le choix des exercices. Ouais, alors là, il y a 2 points. Alors, on peut le voir notamment, je vais expliquer 2 choses. Euh, Premièrement, c'est vrai que quand on a besoin de récupérer, parce qu'on prend par exemple le Tour de France, euh, tous les cyclistes qui font le Tour de France, le Tour de France démarre généralement, je crois, à 13h, je crois, Mhm. et démarre à 13h et ils roulent toute la journée. Et on les voit le matin en train de faire du vélo sur place, presque dans le vide pour récupérer justement. Voilà. Donc ça, voilà, comme tu l'as dit, ça peut être une phase hyper intéressante. Si on doit refaire les cuisses d'une manière, enfin, si on doit re-entraîner les cuisses d'une manière, on va dire, optimale, c'est vrai que si on a des grosses courbatures rapidement, on est obligé de réactiver peut-être avec la circulation sanguine. Et voilà. Bon, ça, c'est un cas particulier. Maintenant, la question qui va falloir se poser là, c'est si tu as vraiment des très grosses courbatures après une séance de sport, est-ce que tu n'as pas été trop loin en fait? Parce Mhm. que c'est ce que j'explique moi toujours, c'est que c'est bien beau de faire du no pain no gain et toujours aller à l'échec de l'échec de l'échec, mais si en fait la limite s'arrête au niveau de ta récupération, parce que comme le facteur limitant en musculation c'est la récupération, si tu te fais une séance où tu te tues et que tu ne peux plus entraîner tes jambes pendant 10 jours parce que tu n'as pas récupéré et que de toute façon, la séance que tu vas faire d'après, elle sera merdique parce que tu auras tué ton système nerveux ou que musculairement, eh ben, les douleurs sont telles que tu ne peux plus faire les mêmes performances, voire les augmenter, il est où l'intérêt d'avoir une séance où tu as tué ta race, mais finalement, tes cuisses, tu vas les faire 3 fois dans le mois parce que tu les tues tellement que tu mets tellement de temps à récupérer que finalement, c'est pas top. Et comme je dis tout le temps, imaginez si vous arrivez à faire les cuisses, par exemple, tous les jours, avec une séance de fou tous les jours, vous imaginez bien qu'au bout d'un mois, vous aurez des cuisses de psychopathe. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas parce que votre corps a besoin de récupérer. Donc, je pense qu'il faut utiliser une stratégie pour ne pas avoir des courbatures trop fortes pour pouvoir les entraîner plus souvent. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. C'est pour ça que moi, par exemple, je fais du half body, c'est-à-dire que je fais une séance pour le haut du corps, une séance pour le bas du corps, mais je fais en sorte de ne pas aller à l'échec de l'échec. Comme ça, je peux réentraîner mes jours 2 ou 3 jours après et avoir des bonnes performances en changeant pourquoi pas d'exercice ou pas, mais ça me permet d'avoir des bonnes performances et d'augmenter en fait. Voilà, donc la question qu'il faut que tu poses, si tu as vraiment des courbatures qui t'handicapent pendant des jours et des jours, peut-être qu'il y a un problème là. Peut-être que tu t'en donnes trop ou tu vas aller trop vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut du coup s'entraîner moins. Ça veut dire que peut-être que sur le mois, il faut planifier ça. C'est-à-dire que tu fais une séance, on va dire cool, tu vois comment tu récupères cette séance, tu te réentraînes et tu montes l'intensité au fur et à mesure. Et là, ton corps va pouvoir s'adapter, surcompenser. Tes courbatures, eh ben, tu vas pouvoir mieux les gérer et tu vas peut-être pouvoir t'entraîner plus souvent pour avoir plus de gains. Voilà, tout ça, c'est une question de stratégie en fait. Voilà. Après, quand on fait un sport à côté qui demande un entraînement des jambes quotidiennement, là, on n'a pas le choix, on doit faire de la récupération active pour Mhm. essayer de récupérer le plus vite possible. C'est un autre problème, mais voilà.
Mais je pense que même tu peux faire de la récupération active même sans faire d'autres sports à côté si ta récupération est un facteur limitant. Après, voilà. Après, moi, personnellement, pour avoir testé le half body et tout ça, franchement, les cuisses plus de 2 fois par semaine, je trouve ça très, très compliqué, par exemple. Après, mais parce que c'est une question de répartition. C'est une question de répartition et moi, par exemple, tu vois, je fais pas le même mouvement à chaque fois, tu vois. Mmh. J'alterne Ouais. en fait les mouvements. Et du coup, voilà, je vais donner un exemple. Si une première séance, je dis n'importe quoi, je fais des fentes ou du squat. Si 2 jours après, je fais juste des l'extension, ça va pas me Mmh poser de mh. souci, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Après, c'est évidemment, si j'ai fait des fentes et que je me suis tué avec des charges lourdes et que j'arrive même plus à marcher, c'est sûr que 2 jours après, j'ai encore mal et ça va être compliqué. En fait, une question de dosage, en fait. Voilà. Mmh mh. Une question de dosage et peut-être de planifier ton entraînement pour augmenter en fait le volume d'entraînement au fur et à mesure des semaines et des mois, tu vois. Voilà. Parce que sinon, en fait, tu verras que souvent, sur une année, tu fais quasiment le même entraînement avec les mêmes charges, les mêmes poids, le même volume. Et après, on s'étonne qu'une année sur l'autre, on ne progresse Bah, pas. Tu vois. Il ouais, faut planifier en fait ça. ouais, après, sur ça, j'avoue que je suis pas d'accord parce que nous, on arrive à enfin, je sais que nous, on arrive à le but, on dit aux clients constamment de progresser de séance en séance et quand ça marche pas, si on progresse pas, on va changer. Ça veut pas dire qu'on change souvent, mais le but, on apprend aux clients à progresser de séance en séance sur les charges, sur les Sûr. répétitions et je pense Mais qu'on peut le faire tu vas aussi voir qu'on est après. d'accord. En fait, on est d'accord. En fait, Oui, je on est pars du d'accord, on principe. a juste 2 façons différentes de l'appliquer, je pense. Oui et non, parce qu'en fait, regarde, c'est comme si tu as un client demain et que tu dis voilà, moi je veux courir le marathon, pas de souci. Bah, dès demain, tu cours le marathon. Ah, le mec, tu vas le planter, tu vois. Oui, 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 Tu vas bien sûr. dire quoi? Tu vas dire le premier jour, tu vas courir 5 kilomètres. Dans un mois, tu t'en feras 10 et ainsi de suite, tu vois. Bah, là, c'est un peu le même principe en fait. C'est pour ça que Mmh. quand tu as une séance et que tu es fracassé de ta séance, je pense qu'il y a un problème. Je pense que vous avez été trop loin, trop vite et que vous n'avez pas laissé votre corps s'adapter de semaine en semaine pour pouvoir augmenter cette intensité-là. Tu, Mais tu vois ce que je veux dire? ouais, ça, je suis d'accord avec toi et il y a un truc véridique, c'est lorsque l'on commence un nouveau programme, souvent, on a tendance à vouloir tout de suite mettre des charges lourdes et tout de suite taper dedans. Et c'est vrai que quand vous commencez un nouveau programme, essayez de vous dire, c'est le commencement, c'est le début. Le but, c'est que je progresse. Commencez déjà par vérifier votre technique, trouver les charges de base que vous pourrez faire évoluer de séance en séance. Sur ça, je suis Ouais, totalement d'accord et c'est vrai qu'on le dit et on le répète que c'est important d'aller étape par étape et de ne pas vouloir tout de suite arriver, première séance de squat et je pousse, j'ai pris le squat, mais je pousse 200 kilos. Il faut y aller étape par étape et penser que ça met des années avant de soulever, par exemple, des charges conséquentes sur un mouvement qu'on vient de commencer. En général, des années ou des mois. Donc, c'est vrai que sinon, on risque aussi de se blesser, de stagner très vite et d'enrayer ouais. sa progression. Et un autre point, tu vois aussi, c'est éviter de changer trop souvent d'exercice. Ouais, Parce que d'entraînement. c'est sûr que si vous faites plus de squat et que tout d'un coup vous dites allez tiens aujourd'hui je vais faire du squat, bah déjà c'est sûr que tu vas avoir mal parce que le fait de changer d'exercice, ça va créer un stress au niveau musculaire, à tous les points de vue en fait. Et c'est vrai que là, du coup, tu vas mettre un temps fou pour récupérer parce que ton corps n'est plus habitué à ça. Alors tu vas dire ah ouais c'est cool, ça fait une nouvelle stimulation. Ouais mais non, ça marche pas comme ça. C'est ça, c'est quelque chose de très difficile à faire comprendre aux gens et pour nous qui faisons du suivi, c'est très compliqué à gérer, surtout à notre époque où bah, voilà, vous sortez la formation rattraper un point faible, un autre il montre tel exercice, un autre il montre tel exercice et les gens vont de partout. Alors, «Oh toi tu as vu cet exo, moi je veux faire cet exo, moi je veux faire cet exo, mais tu voulais faire lui la semaine dernière, ah mais je veux faire lui». Et il n'y a pas de patience, en fait. Et du coup, il y a cette perte de progression parce qu'on pense qu'on a trouvé le saint graal, bien que je suis à 1000% d'accord, il y a des exercices qui sont meilleurs et bien meilleurs que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, si sur un exercice donné, on ne prend pas le temps de l'étudier jusqu'au bout, ça ne veut pas dire qu'il faut le garder 10 ans, mais au moins quelques semaines, s'il vous plaît. En fait, on ne sait jamais ce que ça donne. Et on ne peut pas faire un retour d'expérience sur un exercice une fois, deux ou même sur un mois. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à retenir effectivement et c'est une donnée fondamentale
que de dire tant que vous progressez sur un programme d'entraînement, gardez-le. Tu vois, Exactement. pourquoi le changer? Et nous, c'est très difficile parce que les gens pensent parfois que c'est de la fainéantise dans le coaching. Mais comme je dis, au niveau où j'en suis et le nombre de programmes que j'ai fait, bon, faire un programme, c'est faire un programme. C'est pas un problème s'il faut changer un programme. Ce qui est embêtant, c'est de changer un programme en sachant que la personne aura moins de résultats qu'avec celui d'avant parce qu'elle va recommencer à zéro encore, et que dans un mois, elle va en redemander un autre. Et en fait, ça ne vous rend pas service. Donc, quand un coach vous dit changement de programme tous les mois, pourquoi? En fait, il n'y a pas de raison. Ce qu'il faut vous dire, c'est changement quand tu stagnes. En fait. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait chez AW Coaching, que ce soit sur la diète et sur l'entraînement, puisque sur la diète, c'est la même chose. Pourquoi changer une diète si tout va bien? À condition que la santé aussi aille bien. Et donc, c'est ce qu'on fait, c'est on change s'il y a besoin de changer. Tu vois? Et je pense que c'est quelque chose, un message qu'on peut transmettre, c'est ne changez pas à tout va, parce que c'est vraiment une grave erreur que de changer à tout va de programme diététique et de programme d'entraînement. Tu vas vraiment dans le mur en procédant comme ça. C'est comme changer tout le temps d'objectif. Tu vois, je pense que toi et moi, on a connu ces phases où ah, Ah, je suis trop gras. non, mais tu as entièrement raison, c'est comme changer de meuf. Tu construis rien. C'est Tu changes ça, tout le temps de meuf. c'est Tous les ça. soirs, tu changes de meuf. Mais en Voilà, réalité, tu ne construis rien. c'est Tu ça. vois. Non, Alors mais c'est fun. c'est ça, C'est fun c'est parce que ça, c'est du changement, mais au final, il se c'est passe ça, quoi? Rien. c'est Voilà. ça. Ou de mecs, hein, Ah, et je connais de des filles mec, qui de changent de meuf, mec tous les soirs. tu construis rien et puis ça, c'est toujours pareil au final. Ça tourne en rond. C'est exactement. Donc ça paraît fun, Voilà. mais au final, et sur le long terme, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc changer d'entraînement, c'est comme changer de meuf. Ouais, non, mais voilà. Gardez votre femme, gardez votre diète, gardez votre entraînement. La stabilité, c'est la vie. Et c'est nous qui vous disons ça au gros retour d'expérience sur l'instabilité. Surtout toi. Surtout moi. Mais ça, je me soigne. Allez, question suivante, c'est à toi. Ah, c'est une bonne question. À l'instar des effets des stéroïdes sur la production naturelle de testo, y a-t-il un risque en consommant régulièrement de la mélatonine synthétique pour améliorer la qualité du sommeil que le corps diminue sa production de mélatonine naturelle? Donc, ça, c'est une question pour toi. C'est pour toi, ça. C'est une question pour moi? Ouais, c'est pour toi, ça, non? Ah ouais? Bah, si tu veux, c'est une question pour moi parce que Moi, c'est je suis en pas vrai. beaucoup de dire là-dessus. Je suis pas assez spécialisé là-dedans pour en parler, pour te dire la vérité. Donc, Euh, si toi, tu as des éléments, bah, vas-y, hein. alors, la mélatonine, il y a un phénomène d'accoutumance, effectivement. On s'en rend compte d'ailleurs très rapidement, c'est que la dose prescrite à la base, enfin prescrite, c'est pas sous prescription médicale, mais c'est de 1 gramme et certains arrivent très vite à monter à 10 ou 15 grammes parce que tu as un phénomène d'accoutumance. D'ailleurs, avec j'allais dire les produits, toutes les substances de ce genre, il y a ce phénomène d'accoutumance. Au bout d'un moment, le corps s'habitue. Donc après, est-ce que la production naturelle diminue et c'est ça qui détériore la qualité du sommeil? Je ne sais pas et je ne pourrais pas me prononcer de manière sûre et certaine parce que la mélatonine, ce n'est pas l'hormone la plus intéressante pour nous et celle que j'ai le plus étudiée honnêtement, parce que ça a un effet en fait sur les cycles du sommeil, donc sur caler comme il faut les cycles du sommeil, mais pas réellement sur l'endormissement. Et ça, il ne faut pas se tromper. La mélatonine, ça aide surtout, là où c'est très efficace, c'est si par exemple, admettons, tu as ce qu'on appelle le jet lag, donc tu passes des États-Unis à la France et inversement, ça va t'aider à te recaler sur les cycles du sommeil, mais ça n'a pas un réel impact sur l'endormissement. Sur l'endormissement, ce serait plus la glycine, par exemple, qui aide à l'endormissement ou d'autres substances, mais pas la mélatonine. Mais le simple fait que tu aies une accoutumance fait qu'au final, ça répond un petit peu à la question, c'est qu'il en faudra toujours plus. Et lorsqu'il faut toujours plus de quelque chose, ce n'est pas pour moi une solution viable. Voilà. Ouais. Donc, Et là, la question, c'était quoi? C'était par rapport à la testostérone, c'est ça? bah, en fait, il évoque l'effet que bah, quand tu prends de la testostérone, ça diminue ta production naturelle. Et donc, il se pose la question si en consommant régulièrement de la mélatonine, ça va diminuer aussi sa propre consommation de mélatonine. Donc, ça ne fonctionne pas comme les stéroïdes, mais il y a un phénomène d'accoutumance qui fait que par contre, tu auras besoin d'en prendre toujours plus pour le même effet. Et Ouais. donc, Mais moi, je suis du même avis qu'Anto.
Pourquoi pas si vraiment vous êtes en jet lag et que ça arrive quelques fois dans l'année et que vous n'avez pas le choix. Mais franchement, moi, je ne prendrais pas ça toute l'année. Et par rapport à endormissement ou des problèmes pour dormir, je pense que le problème vient d'ailleurs et enfin vient d'ailleurs en plus quoi. Donc Ouais, franchement, l'endormissement, malheureusement, à un moment donné, toutes les substances du monde ne vont rien faire si psychologiquement, il n'y a pas un travail de ce côté-là, en fait. Un oui, il peut y travail, avoir un problème. un Il y a plusieurs cas, voilà, mais oui, un ça peut travail, être des soucis. Si vous avez des soucis, bah, évidemment, pour dormir, c'est voilà. pas top. Et un Si travail vous êtes en d'habitude. dépression, ouais, si vous êtes en dépression, c'est pas top. Après, ça peut être aussi un peu plus physique, hein, si vous êtes au régime et que bah, vous manquez de glucides, bah, vous allez mal dormir. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de manger plutôt des glucides Ouais, il le y a un soir. travail d'habitude pour le sommeil, je pense. Il y a Ouais. un- Il y a plein de choses, il y a plein de choses à savoir sur le sommeil. Il y a aussi la lumière bleue, des ordinateurs, des téléphones. On est tout le temps soumis à ça, notamment le soir. Et ça, c'est pas top aussi pour s'endormir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de facteurs par rapport au sommeil, donc à prendre en considération. Donc voilà. Moi, j'ai eu des très, très gros problèmes sur ça. Aussi loin que je me souvienne, même adolescent, j'étais du genre à me coucher et penser à tous les problèmes que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui Ouais, ont du mal à s'endormir. Et en fait, la solution vraiment, c'est d'arriver à faire le point. Je crois qu'on en a déjà parlé. J'en avais parlé. Il y a des solutions toutes bêtes. C'est déjà écrire sur un papier tout ce qui vous préoccupe. Le fait de coucher sur un papier, tu vois, tu te libères l'esprit. C'est assez. Mais le fait de faire ça, après, je sais que moi, maintenant, la meilleure méthode qui marche, Latmar, lui, te dira de lire un livre. Tu sais, de prendre un livre et lire quelques ça pages. marche bien. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de livres audio. Je ne sais pas si tu avais vu, j'avais fait une story où je dis j'écoute beaucoup de livres audio. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment génial si vous n'avez pas le temps de lire. Mais tout simplement, hein, le soir, je me mets les écouteurs et j'écoute un livre audio. Et franchement, en général, souci ou pas, au bout de 10-15 minutes, c'est réglé. Donc Ouais. voilà, il faut trouver sa technique. Vous pouvez faire des quickies, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais détendez-vous en fait. Il faut se détendre. Ok. Allez, question suivante. Alors, préférez-vous le soulevé de terre pour une séance axée sur les jambes ou sur le dos? Voilà. C'est une question pour laquelle j'ai du mal à déterminer selon l'exécution, y a-t-il un rapport? Donc là, la question, c'est simple. Est-ce que le soulevé de terre, on le fait plutôt dans une séance de dos ou une séance de cuisse? Soulevé de terre classique, Je pense, ouais. moi je le fais pas. Bah, moi, je le fais plus. Je le fais plus parce que Je je n'aime pense pas pas que du ce tout. soit. Hein? J'aime pas du tout. Ouais. Le Moi, je lui fais traditionnel, pendant. traditionnel, je parle. Oui, Traditionnel, traditionnel, hein. On parle pas de jambes tendues, on parle pas du du sumo. sumo, on Du parle vraiment du traditionnel, soulevé de terre désolé classique. Alfie, mais Alfie, je sais que t'adores, mais Oui, bah, après, ça dépend dans quel cadre tu veux le faire. Moi, je pense, je dis clairement, si c'est juste pour faire de l'hypertrophie, et on en parle dans Rattraper un point faible, on ne pense pas honnêtement que ce soit un exercice optimal pour faire de l'hypertrophie. Donc moi j'aime pas voilà. du tout. Euh, par contre, par contre, voilà, pour ceux qui aiment la force, la puissance, je peux comprendre que vous kiffez à faire du soulevé de terre. Euh, Moi, je pense que soulevé de terre, moi, quand je le faisais, je le mettais dans le sens du dos, personnellement. Voilà. Je ne le mettais pas dans une séance cuisse, mais moi, Après, c'est. Ouais. ça, Chris, ça, c'est une question qui dépend énormément de la morphologie et de la technique. Euh, ouais, oui, bien sûr, mais quand tu as une bonne technique, après, ça travaille surtout toute la chaîne postérieure, tu vois. Normalement, ça doit être du ischio, fessier, lombaire, abdos, tu vois. Ça travaille vraiment trapèze, ça travaille vraiment la chaîne postérieure, même si au départ, tu as un petit mouvement de poussée sur les quadriceps. Si c'est bien fait, vous ne tendez pas d'abord les jambes, hein, vous poussez d'abord avec les cuisses. En fait, c'est un deux en un. C'est un moment de pousser puis de tirer. Et après, Mm. on le fait en une seule traite. Mais malgré tout, c'est quand même tous les muscles, les deux tiers, les deux tiers des muscles qui travaillent, c'est les muscles arrière. Tu vois. C'est pour ça que moi, je le plaçais au niveau du dos. Maintenant, comme tu dis, vous placez un peu comme vous voulez, mais je trouve que ça se prête plus quand même à une séance de dos, le soulevé de terre, qu'à une séance de cuisse. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Moi, Surtout qu'après, on peut faire du soulevé de terre jambes tendues pour les ischios. pour moi, Donc, rapport bénéfice-risque bien trop élevé. ouais, mais encore une fois, Bon, je pense qu'il faut vraiment faire ça parce que vous aimez la puissance, vous aimez la force. Donc voilà, c'est le moment où vous vous sentez fort, vous aimez le faire, pas de souci. Après, honnêtement, pour l'hypertrophie pure,
Je pense pas que ce soit top du top. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup de clairement. muscles. Parce qu'il y a beaucoup de muscles qui sont impliqués. Mais ça veut dire Nerveusement, quoi en fait? Ouais, nerveusement, c'est hyper impactant. alors, au niveau du système nerveux, généralement, si vous faites ça le lundi, vous êtes cuit pour le reste de la semaine, si Mm. vraiment vous vous défoncez. Donc, ça a pas mal d'inconvénients, contrairement à ce qu'on croit. Ça a pas mal d'inconvénients. Carrément. Alors, je sais qu'on va peut-être se faire taper dessus parce qu'il y en a qui jurent que par ça. Moi, j'en ai fait pendant longtemps aussi. Hein, donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que les risques, il y a quand même des risques qui sont potentiellement là. Et puis, je vous dis, au niveau de l'hypertrophie, il y a sûrement mieux en fait. Dites-vous bien une Voilà. chose, c'est que. Après, Ouais, pardon, je termine, après je te laisse. vas-y, Je tu parles. termine, je te laisse. En fait, quand vous faites du soulevé de terre, ok, c'est un exercice polyarticulaire. Et c'est vrai que c'est un exercice qui peut être très pratique quand on n'a pas le temps. Ça vous permet de travailler Mm. tellement de muscles à la fois que c'est vrai que c'est top quand on n'a pas le temps, par exemple. Le seul souci, c'est que peut-être que vos cuisses travaillent à 20%, peut-être que vos ischios travaillent à 20%, peut-être que vos fessiers travaillent à 20%, peut-être que votre dos travaille à 30%, mais il ne travaille pas à 90 ou à 100% comme un exercice de focalisation, par exemple. Et vous voyez que là, il y a un problème. C'est-à-dire que vos muscles vont prendre un petit pourcentage de contraction, mais d'un point de vue hypertrophie pure, eh ben, on ne focalise pas sur un muscle donné. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Mm. Si, si, Bon, si, voilà. je pense que c'est clair. Ça demande beaucoup d'énergie. Après, voilà, je sais qu'il y a sûrement peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais un tel, il regarde, il fait du soulevé de terre, il a tel ou tel résultat. Voilà, rappelons juste que, encore une fois, la génétique joue énormément et que il y a des gens qui vont avoir des cuisses énormes en faisant que du squat, d'autres des pectoraux énormes en faisant que du coucher, d'autres un dos énorme en faisant que du soulevé de terre, mais que nous, on parle pour la majorité des gens, non pour quelques cas ou quelques exceptions Exactement. génétiques, et que c'est souvent les cas, les exceptions génétiques qui sont les plus mises en avant sur les réseaux sociaux. N'oubliez jamais que tous les gros athlètes qu'on voit, eux, représentent seulement 10% et encore peut-être 5% des nombres de gens qui s'entraînent en salle. Il ne faut jamais oublier ça. Et tu parlais de la génétique, et il y a aussi on va dire que sur tout l'exercice polyarticulaire, il y a aussi des bras de levier qui sont favorables ou pas, ou une Ouais, morphologie à notamment ça. les bras longs sur Les bras longs, Ah, le fémur long, les pecs. Je vous dis franchement, si vous avez les bras très longs et vous êtes très larges, c'est pas top. Par contre, si vous avez des bras pas hyper longs et une cage thoracique assez épaisse, évidemment, pour le développé couché, ça va être favorable. Pour les cuisses, c'est pareil. clair. Si vous avez un fémur long, le squat, c'est catastrophique parce que vous êtes obligé de vous pencher vachement en avant, ça va vous niquer le dos. Franchement, c'est pas top. Ainsi de suite. Et c'est le problème en fait d'exercices aussi polyarticulaires, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à tout le monde. Et c'est Ouais, ce qu'on a voulu faire croire à tout le monde avant. C'est-à-dire qu'on vous a dit, OK, tu veux avoir des grosses cuisses, fais du squat. Tu veux des gros pecs, fais du développé couché. Tu veux du dos, fais du soulevé de terre ou du rowing. Mais en fait, il faut bien vous dire une chose, c'est que ce n'est pas adapté à tout le monde tout ça. Et c'est pour ça, dans la formation, je fais un peu l'autopromotion, mais dans la formation, justement, rattraper un point faible, on n'a pas tout ça, en fait. On n'a pas ce problème-là. Parce qu'on a pris le problème à l'envers. On s'est intéressé d'abord aux muscles, au sens des fibres, au sens de la direction, à la force de résistance, de direction et tout ça. Et c'est à partir de là qu'on a fait les exercices, pas l'inverse. Ouais, vous voyez un peu le concept. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça ne veut pas dire que on ne vous dit pas, ouais, le soulevé de terre, c'est inefficace, ça ne marchera pas. Si tu as une morphologie à ça, si tu as une génétique à ça, peut-être que le soulevé de terre te permettra d'avoir un super dos, ou des super ischios. Pas de souci là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Mais un peu comme le squat, il y a des gens, je vois des gens qui font du squat, du squat, du squat, ils n'arrivent pas à choper des cuisses. Par contre, ils chopent du cul. Et ils ont des super fessiers avec. Mais par contre, les cuisses, ça ne marche pas. Bon, bah là, il faut bien trouver une solution. Donc voilà. c'est clair. Alors, ça, c'est une question pour toi. J'aimerais plus d'infos sur la leucine. Dans une de tes vidéos, tu dis qu'il faut un apport équilibré entre leucine et BCAA. Et on dit aussi beaucoup que Non, seulement une prise de leucine après entraînement suffit à éviter le catabolisme. ouais, alors c'est pas le signe vis-à-vis des BCA, parce que dans les BCA, il y a la leucine. Par exemple, quand vous avez. Alors, je vous Leucine, explique. isoleucine, valine. Voilà, exactement. Exactement. Et vous savez que c'est à la mode de faire des BCA avec un taux de leucine très élevé. C'est-à-dire 40, qu'avant, c'était. Ouais, 40, avant, c'était 2 à 1, c'est-à-dire deux fois plus de leucine qu'isoleucine et de valine. Et maintenant, on arrive à des
8-1-1, 10-1-1. Je te jure, je crois que j'ai vu 20-1-1 l'autre fois. Oui, oui, ça existe. Il y a du 20-1-1. C'est-à-dire qu'il y a 20 fois plus de leucine que d'isoleucine et de valine. Mais en fait, grosso modo, en fait, ces BCA-là, en fait, c'est quasiment que de la leucine. Il n'y a même plus d'intérêt avec les autres. Ouais, grave. Ouais, Non, mais c'est. Alors, ouais, je vais expliquer pourquoi la leucine est aussi populaire et pourquoi on a voulu avoir des ratios si élevés en leucine. La leucine, si vous voulez, c'est l'acide aminé le plus anabolisant du corps. C'est pour ça que tout le monde parle de leucine. Parce que la leucine, par exemple, c'est ce qui permet aussi d'envoyer le signal pour la synthèse des protéines. C'est-à-dire que quand vous mangez, par exemple, un repas, eh ben, il faut un taux minimal de leucine pour enclencher l'anabolisme protéique. Okay, c'est pour ça que c'est aussi populaire. Le problème, c'est que votre corps est régi par le système homéostasie. C'est-à-dire que votre corps aime l'équilibre. Et que si vous arrivez à un moment et que vous déséquilibrez ce déséquilibre, votre corps, il ne va pas aimer ça. Il va épuiser le déséquilibre ailleurs. Vos muscles, c'est quoi? C'est une réserve de protéines. Basta. Si vous envoyez beaucoup de leucine, il va dire, hop, 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 il y a un déséquilibre. Moi, je veux choper les acides aminés pour rééquilibrer sur trop plein de leucine. Donc, il va prendre dans vos muscles les acides aminés qui manquent. Donc, au lieu d'avoir un effet anticatabolisant, ben, vous avez un effet catabolisant sur vos muscles parce que votre corps va puiser les acides aminés qui vont manquer. C'est pour ça qu'on dit toujours attention à ne pas tomber dans les extrêmes, mais dans n'importe quel domaine en fait. Attention aux extrêmes. Ouais. Voilà. C'est pour ça que, alors déjà, même les BCA seuls, pour moi, il y a déjà un déséquilibre. Voilà. Alors, il y a le premier déséquilibre où on a trop de leucine par rapport à l'isoleucine et la valine. Et il y a un deuxième déséquilibre avec juste ces trois acides aminés-là, parce qu'il manque les autres acides aminés pour que ça fasse ça. Et là, oui, là, c'est puissant. Mais si vous arrivez avec vos trois trucs, tout, coucou, c'est moi. Alors, c'est où que ça se passe? Coco, il te manque des trucs là. Il te manque les baskets, il manque le pull, il manque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il manque plein de trucs. Donc, si vous voulez que ça soit optimal, il vous faut des acides aminés complets. Encore une fois. Voilà. Perfecto. Une question ou on a fini? On a fini. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Le Bombi, qui est notre booster hein, chez la nutrition, on l'a créé par rapport à ça. Parce qu'il y a des BCA dedans, mais on a rajouté des autres acides aminés pour qu'ils soient totalement équilibrés. Et qu'il n'y ait pas justement ce déséquilibre qui pose problème. Voilà, c'était juste la petite aparté par rapport à ça. Je vais l'afficher dans ma main. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez encore appris quelques petites choses. Écoutez, merci. Oui. Juste un petit truc, je le dis quand même, pour le YAM séminaire, il ne reste pas beaucoup de place. Ouais, une quinzaine, je crois, et très peu, ouais. Donc, on a vraiment merci à tous déjà. Ouais. N'hésitez pas, du coup, si vous n'avez pas encore réservé votre place. Ouais, on a vendu 90% des places. Hein, donc, c'est ça. Donc, ne tardez pas parce que, ouais. On est déjà nombreux. Toutes les places VIP sont parties. On est déjà nombreux. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien. On mettra le lien juste en description pour réserver votre place si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ça partira vite. Ouais, et je vous annonce déjà des données, des choses qu'on va vous dire qu'on ne dit pas là. Déjà que je me fais tacler. Donc, je pense qu'on ira très loin dans ce séminaire. Anthony vous parlera aussi notamment des TCA et toutes ces choses-là. Je pense que ça va être assez passionnant. Et pour l'investissement que c'est, franchement, vous n'allez pas le regretter. Faites-nous confiance. Ouais, on va aller loin. Vraiment, ce sera puissant. Ce sera puissant. Donc, voilà. Ce sera puissant. Bon, n'oubliez pas de liker, partager. On vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous.